Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 28 mars. Pendant 60 minutes, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur le sujet sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront, comme tous les soirs, d'alimenter notre discussion. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau, Hassan Al-Arafi, vous êtes professeur de finance, ex-magistrat à la Cour des comptes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Faisal Faqihi, vous êtes journaliste à l'Économiste, et El Mehdi Fakir, économiste, consultant en stratégie et risk management. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Le verdict est tombé le 21 mars dernier comme un couperet. La Samir, seule raffinerie du royaume, est mise en liquidation judiciaire, affichant des dettes d'un montant astronomique de plus de 23 milliards de dirhams. Ce qui fut le fleuron industriel de Mohammedia n'a cessé de péricliter depuis sa privatisation en 1997. Une débâcle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui pose une liste de questions aussi longue que celle des dettes du raffineur. Quelle responsabilité du principal actionnaire dans la gouvernance? Dans quelles conditions la privatisation a-t-elle été menée? Quel avenir pour le millier de salariés et les milliers d'emplois indirects que la Samir assure? Le scénario d'un éventuel repreneur est-il encore possible? Samir, chronique d'une mort annoncée, c'est le titre de l'émission de ce soir. L'unique raffineur du royaume, la Samir. Aujourd'hui, elle dispose d'une capacité de raffinage de 150 000 barils par jour et d'une capacité de stockage de 2 millions de mètres cubes. La raffinerie a été créée en 1959 par l'État marocain et l'Office italien des hydrocarbures. Un an plus tard, et plus précisément le 25 juin 1960, Fdala sera rebaptisé Mohammedia par le souverain feu Mohammed V à l'occasion de la pose de la première pierre de la Samir. En 1973, la société devient entièrement étatique en rachetant les parts détenues par les Italiens. 4 ans plus tard, c'est la privatisation de la société et le transfert de 67,27% du capital au groupe Coral. L'année 1999 marque la fusion-absorption de la société chérifienne des pétroles par la Samir. Depuis le début des années 2000, plusieurs filiales ont vu le jour, notamment l'Académie africaine de l'énergie et la société de distribution de carburants et combustibles. Avant la suspension des activités de la Samir, les dettes de l'entreprise cotée à la bourse de Casablanca s'élevaient à 45 milliards de dirhams. Un chiffre annoncé par le chef du gouvernement dans une déclaration à la Chambre des représentants début février 2016. Selon Abdilah Ben Kiran, ces dettes sont dues aux douanes, aux FIS, aux banques et à d'autres établissements. L'unité de raffinage de Mohammedia est en arrêt de production depuis août 2015 en raison de grandes difficultés financières. Depuis cette date, le marché est approvisionné par les importations des principaux distributeurs d'hydrocarbures. Mais les employés de la Samir sont mécontents. Le 13 mars 2016, certains ont entamé une grève de la faim selon une source syndicale. Ils ont protesté contre l'incertitude qui plane sur l'avenir du groupe. Pour rappel, la Samir compte 960 employés et collabore avec une centaine de sous-traitants. Elle offre ainsi pas moins de 5000 emplois indirects. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'il y a sur toutes les lèvres aujourd'hui par rapport à la Samir, le seul raffineur du royaume qui, à son apogée, avait 65% de part de marché. Et c'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui comment en est-on arrivé à la liquidation judiciaire. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir avec vous, messieurs, et notamment ce que va impliquer la liquidation judiciaire sur un plan purement juridique. Revenons déjà à la genèse finalement de la Samir, le contexte dans lequel a été créée la Samir, c'était en 1959. Si on revenait à cette époque-là, pourquoi une raffinerie pour le royaume? C'est le Fakir. Comme tout pays, comme toute économie, un objectif stratégique et politique majeur, c'est en quelque sorte de garantir l'indépendance énergétique. Donc à l'époque, effectivement, au Maroc, la décision souveraine qui a été prise, c'est tout simplement d'avoir une raffinerie, une plateforme qui permet en quelque sorte l'approvisionnement du marché marocain par le pétrole raffiné. Le marché du pétrole à l'époque n'était pas aussi bien développé sur le plan distribution, sur le plan en quelque sorte volume, sur le plan en quelque sorte diversification de l'offre.
Donc le Maroc a pris le bon choix, à l'époque, bien sûr, de monter, en quelque sorte, une raffinerie pour qu'il puisse garantir ses besoins internes et garantir une certaine indépendance énergétique. C'est la fin. Oui, d'abord, lorsqu'on parle de la Samir, il faut se rappeler que c'est un établissement public qui est né dans le berceau du mouvement national. La Samir, ce n'est pas n'importe quel établissement public. Et la date, elle est annonciateur sur beaucoup de choses. C'est 1959, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté du Maroc. Et c'est un établissement d'ordre stratégique par excellence. Et donc, si on ouvre le dossier de la Samir, ce n'est pas une... C'est pas une entreprise comme une autre. Oui, c'est bon, pas, ça, on l'a bien compris. C'est pas un établissement, un bijou de famille qu'on a revendu comme ça. Et donc, ça mérite le débat, il doit être intense. Et la sensibilisation, il devrait être nationale sur cette institution. Et surtout que le risque, il est potentiel. Parce que c'est la seule raffinerie au Maroc. On ne peut pas se comparer par rapport à la France, qui a des raffineries, plusieurs raffineries depuis 1928, etc. Bon, on va revenir sur la question. Est-ce que le Maroc, dans sa décision de privatisation de la Samir, c'était un choix juste? Alors justement, c'est ma prochaine question, parce que finalement, on ne va pas faire toute l'histoire jusqu'en 1997, et justement, date de la privatisation de la Samir. À l'époque, Moustapha Saïdi, qui est ministre de l'économie, des finances, d'économie, des finances et de la privatisation, à l'époque, est en charge du dossier, finalement. Quand en préparant cette émission, on revoit les articles de presse de l'époque et ceux qui ont suivi, on voit bien qu'à l'époque, déjà, beaucoup de débats étaient posés sur la manière avec laquelle la privatisation avait été menée. Faisal Fakhi. Mais je pense que je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la portée, on va dire, nationaliste d'un projet de raffinerie, parce qu'à l'époque aussi, il faut rappeler que c'était Abdelrahim Bouhabid, le socialiste, qui avait signé, on va dire, avec les Italiens. C'était à l'époque, il était ministre de l'économie et des finances. Donc il y a aussi cette histoire d'indépendance. On a besoin d'un idéal qui soit matérialisé justement par certains projets porteurs d'une vision, d'une marocanité. Et surtout porteur d'indépendance. Voilà, bien évidemment, l'approvisionnement, sécuriser l'approvisionnement, ainsi de suite. Et donc, quand je disais que c'était une sorte de projet qui avait une symbolique très très forte. Aujourd'hui, bon, après la privatisation, 97, il y a eu bien évidemment la phase de... on va dire, entre guillemets, l'injonction du Fonds monétaire international et des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale. On est pour une restructuration de l'économie marocaine. Donc il y a eu toute une libéralisation. C'est très important de contextualiser sur le plan historique et juridique, on va dire, la libéralisation, qui n'est pas seulement un acte économique pur et dur, enfin un acte politique pur et dur. Et donc il y a eu une loi sur la libéralisation. Et il y a eu un certain nombre d'établissements qui étaient, on va dire, qui ont été soldés. Il y a beaucoup de guillemets dans mon discours, mais parce que il y a beaucoup de choses à... Donc, elle a été vendue, la Samir, évidemment. À l'époque, ça a été ressenti comme une sorte c'est comme si on vendait un héritage familial. Donc, il y avait quelque part... j'allais dire un viol, on l'a ressenti quand même comme ça. Pour certains, ils l'ont ressenti comme ça, c'est qu'on abandonne une part de nous-mêmes. Et aujourd'hui même, lorsqu'on est en discussion avec certains acteurs, bon, comme le syndic, à titre d'exemple, lorsqu'il est parti à Mohammedia, juste après sa nomination le 21 mars, il raconte que c'est presque son destin qu'il joue là-dedans, parce que c'est un outil stratégique, bien évidemment, mais parce que la Samir, ça fait résonner quelque chose de très personnel chez les Marocains. Et chacun, quelque part, le mot la Samir fait vibrer quelque chose en lui-même. Et donc, il y a une mobilisation, justement, d'après ce qu'on a eu comme information, il y a une mobilisation pour sauver pour donner le meilleur de soi-même, pour sauver ce patrimoine qui a été privatisé à tort ou à raison, on ne sait pas, mais ce que je sais, en tout cas en ce qui me concerne, la libéralisation, elle a fait pas mal de dégâts, parce que, bon, il y a un tissu économique qui était à l'époque ce qu'il était. Est-ce qu'il était prêt à être
Est-ce qu'on était prêt à s'ouvrir à la concurrence, à l'international? Dans quelles conditions? Est-ce que les entrepreneurs, les hommes d'affaires, le monde d'affaires a pris vraiment au sérieux la situation et savait pertinemment à quoi il devait s'attendre, ainsi de suite? C'est le parfait. Alors, la privatisation de la SAMIR a eu lieu dans un contexte qui est très particulier. Nous nous rappelons très bien de cette période qui était très difficile pour l'économie nationale. Effectivement, il y avait des injonctions de la part des instances financières internationales, mais à l'époque, il y avait tout simplement une manière technique de voir la chose. Une raffinerie, ce n'est pas à un État de la soutenir indéfiniment. C'était complètement difficile, c'était intenable pour l'État marocain. À une époque où il y avait vraiment de graves difficultés. Vous vous rappelez très bien, il y avait de graves difficultés sur le plan financier. Donc l'État, en quelque sorte, a eu l'idée tout simplement de la céder à un opérateur qui aurait, je parle toujours au conditionnel, qui aurait l'expertise technique et financière pour, en quelque sorte, piloter les projets d'extension et les projets d'avenir de cette plateforme. Il y avait à l'époque, effectivement, un cahier des charges qui a été établi pour garantir les intérêts de l'État marocain, de la nation marocaine, et tout simplement pour permettre à la SAMIR de survivre encore pendant des années et des années. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez très bien, l'État n'avait plus l'équilibre financier pour garantir l'équilibre financier des établissements publics et de certains secteurs qui étaient très stratégiques. Aujourd'hui, dans des secteurs, le secteur énergétique devient un secteur capital, stratégique, et les capitaux à investir devraient être des capitaux privés, mais c'est surtout un capital de know-how, de savoir-faire. Un État ne pourrait pas, à l'époque, comme aujourd'hui, garantir un savoir-faire. Il pourrait garantir des capitaux. Alors que le fait de la céder, ou l'idée de cession, était dans ce sens, et dans cette perspective. C'est de disposer d'un partenariat stratégique avec un opérateur qui s'y connaît, qui aurait l'expertise technique pour pouvoir garantir la pérennité en quelque sorte, de l'activité de la plateforme. Si on pouvait, juste pour les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le dossier et expliquer pour essayer de comprendre à quoi on en est arrivé et ce qu'il va y avoir pour le futur, bien sûr, parce que c'est ça aussi la question qu'il y a sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, la privatisation, à l'époque, d'une manière simplifiée, comment est-ce que vous pouvez nous la présenter? Surtout dans le contexte de l'époque, on a bien compris le contexte de l'époque, mais justement céder ce fleuron, qui est un fleuron industriel avec la symbolique qu'il portait, demandait énormément de doigté, de prévoyance et surtout d'anticipation quand même. De vigilance. Oui. Je pense que cette histoire que j'appelle moi la SAMIR Gate, oui. C'est la SAMIR Gate parce que... Bon, il n'y a pas eu d'écoute. Revenons à la privatisation. C'est vrai, on a décidé de vendre les bijoux de famille. Et on a mis toute une liste sous une loi d'habilitation, un chèque sur blanc par le Parlement. Ça, c'était le premier défaut. C'est que le processus de privatisation au Maroc a été fait sans aucun contrôle de la part du Parlement. C'était une loi d'habilitation, un chèque sur blanc qu'avait accordé le législatif au gouvernement pour qu'il puisse vendre les bijoux de famille. On a commencé à mettre une liste chaque fois, on essaie de la mettre à jour, etc. Moi, la question, est-ce que vraiment la décision de privatiser la seule raffinerie au Maroc était une décision juste? Est-ce qu'on était intelligent dans notre choix? Je donne une assimilation à cet égard. Vous vous rappelez de l'histoire de Sabina en Belgique, où il a fait faillite. Monsieur Oualalou, c'était le même gouvernement de SFI2, il a dit on ne va pas se permettre de privatiser la rame alors qu'il était dans une situation déficitaire, parce que c'est stratégique. Moi, oui. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas plus stratégique que le produit énergétique, que la raffinerie? On peut avoir plusieurs compagnies aériennes, mais on n'a qu'une seule raffinerie et on a décidé de la privatiser. Mon collègue
avait cité une chose très importante. Revenons au cahier de charge, parce que cette histoire est vraiment... Pour que les gens comprennent qui nous regardent, le cahier de charge, il y a un cahier de charge technique. Oui. Déjà, il y a un cahier de charge technique pour que, lorsqu'on privatisait à l'époque, il y avait tout un échéancier, notamment fait par les instances européennes, sur l'évolution de la qualité du carburant, qui demandait des mises à niveau des infrastructures et qui demandait énormément d'argent. Ouais, le symbolisme dont la Samir est pourvue nous interpelle tous. À imputer la responsabilité à ceux qui sont vraiment responsables sur cette histoire. Et je pense qu'on devrait revenir au gouvernement de 2002, au gouvernement de Lusfi I et de Lusfi II, et le ministre de privatisation qui était le directeur général de la Samir. Et c'est lui qui a pris la décision. Enfin, c'est une décision tout de même d'un gouvernement. Oui, je sais, mais techniquement, le cahier de charge avec l'appel d'offres, et je pense, c'était un débat, je me souviens, c'était un débat controversé à l'époque. Il y a plusieurs, M. Abraham Safmassi, Allah Abraham Safmassi a fait beaucoup de déclarations et c'était un grand spécialiste de l'énergie. Il a fait des déclarations très controversées en contestant le processus de privatisation de la Samir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations macroéconomiques, macrofinancières, etc., pour éponger le déficit public en tablant sur les... Ça, c'est un autre débat. Oui. Ça, c'est un autre débat. Mais juste pour on va dire, pour rester juste intellectuellement, dans cette histoire de libéralisation, on a eu par exemple le cas justement avec Oualalo, la fameuse image lorsqu'il prend le chèque de la vente de l'Office national des postes et télécommunications, qui est aujourd'hui Maroc Télécom. Qui aujourd'hui, Maroc Télécom, reste tout de même une entreprise qui a fait ses preuves, qui s'étend au niveau africain. Donc il y a des expériences qui ont plus ou moins réussi, d'autres qui l'ont moins. Et justement, pour revenir, parce qu'il y a un cahier de charge. Lorsqu'on vous vend, c'est quoi? On privatise, on a décidé de vendre un certain nombre de biens. Mais on va d'abord être très sélectif au niveau du choix de la personne qui va reprendre cette entreprise étatique. On va lui imposer un cahier de charge et après il faut faire le suivi. Est-ce que le suivi a été fait dans le cadre de la Samir, par exemple? On peut se poser beaucoup d'ailleurs se posent la question, comment se fait-il que du jour au lendemain, la douane fait un avis à tiers détenteur pour un ATD exactement chez les banques sur les comptes et saisit les comptes de la Samir pour 13 milliards de dirhams chez les banques. Vous voyez, et tout ça, ça nourrit, on va dire, un certain thriller politico-financier chez le citoyen qui se dit que bon, est-ce que c'est un dossier, est-ce qu'on veut mettre la main d'une manière indirecte sur la Samir, est-ce qu'il n'y a pas des ramifications jusqu'à Riyad, est-ce que alors que lorsqu'on lit, moi j'ai lu le jugement, il met noir sur blanc qu'il y a eu une mauvaise gestion. Alors, on va y arriver, avant qu'on arrive justement à ce jugement de liquidation judiciaire, et notamment sur les dettes, parce que Faisal Fakhri, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un article dans l'Économiste la semaine dernière, vous êtes allé justement, vous avez mis la main sur le jugement et on a la liste exacte des dettes, en tout cas... Des créanciers qui se sont déclarés, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, bien sûr. C'est pour ça que j'ai donné ce chiffre de 23 milliards, mais il y en a d'autres, parce qu'on estime à près de 40 milliards les dettes, qui est quand même assez énorme. Si Fakhri, vous vouliez dire quelque chose? Alors, il faut faire la distinction entre le choix de la privatisation et le choix en quelque sorte de l'adjudicataire de cette privatisation. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Comme l'a cité bien Fakhri, effectivement, il y a des expériences qui ont réussi. Aujourd'hui, on revient à un modèle de libéralisation qui est le partenariat public-privé. À l'époque, il ne faut pas oublier que l'État quand même avait imposé certaines règles en matière de pilotage de l'activité de la Samir, notamment la compensation, la définition des prix, la définition des marges et l'intervention de la caisse de compensation, entre autres. Maintenant, effectivement, la partie technique, à mon avis, c'est le cœur du débat. Comment, c'est-à-dire, comment a-t-on défini en quelque sorte les critères d'ordre technique et effectivement, il y a les mécanismes de suivi. C'est ce qui permettrait de nous éclairer le plus sur, en quelque sorte, les écarts entre ce qui a été prévu. C'est d'ailleurs ce que dénonçait Abraham Serfati, souvent sur le point de vue technique, sur le point technique. Tout à fait. Alors, ces écarts-là nous permettraient en quelque sorte d'avoir une vision claire, parce que pour moi, il faut, à mon humble avis, en tirer avant tout les leçons pour l'avenir. Et puis, aujourd'hui, on se pose toujours une question, que je suppose qu'on allait en parler à la fin de cette émission. A-t-on vraiment besoin d'une raffinerie
ou pas? Ça, c'est une autre Voilà. question. On va Alors, pour qu'on puisse y répondre, il faut qu'on soit très, très fort au niveau de l'évaluation de la situation Je voudrais dire actuelle. deux choses. Je pense que dans ce dossier La Samir, peut-être que l'incendie de 2002, il aurait pu mettre la puce à l'oreille à beaucoup de monde. Enfin, quand je dis monde, au gouvernement de l'époque, premièrement. Deuxième chose, aujourd'hui... J'ai contacté des experts à ce niveau-là qui me disent que finalement les installations n'avaient pas pâti tant que ça de l'incendie. Hein. C'est pas... non mais bon, voilà, c'est important. Bon, deuxième chose, c'est aujourd'hui, il y a des termes qui sont très à la mode. Vous savez, le discours politique, il est ce qu'il est. On parle de mix énergétique, d'énergie renouvelable, ainsi de suite. L'opportunité de garder une unité de production, une raffinerie. Est-ce que c'est un choix qui aujourd'hui est un choix judicieux? Notre éditorialiste, Madame Nadia Salah, a dit que considère à son humble avis que aujourd'hui on a besoin de stocker, et notamment parce qu'on est dans une voie maritime et parce que nous avons une vision stratégique sur l'Afrique, et il serait bien que nos clients aient un site de stockage et d'approvisionnement en matière énergétique. Parallèlement, nous avons la station Nour qui est en train d'énergie renouvelable, qui est à Ouarzazate. C'est une sorte de La Samir New Age, on va dire. Est-ce que... Donc vous voyez, il y a des arbitrages, il y a des considérations que j'allais dire, qu'on a discuté tout à l'heure avec Si Hassan, qui sont d'ordre émotionnel, patriotique, symbolique. Il y a aussi la réelle politique, la rigueur des chiffres et de la logique économique pure et dure. Moi, je veux dire que si le verdict avait déclaré qu'il y a mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, je pense qu'il faut s'arrêter un moment et définir et mettre le point accusateur sur les points névralgiques. Alors, avant qu'on y arrive, justement, avant qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui, une privatisation, ça se fait, il y a un suivi. On est quand même, et bon, vous le savez aussi bien que moi, il y a quand même une reddition des comptes, il y a des bilans, il y a un audit. Est-ce qu'il y avait cet audit-là permanent et à qui il incombait? Les ingrédients... Parce que là, depuis le temps, là, on ne voit pas la situation d'aujourd'hui, on l'hérite bien depuis un moment. Il ne faut pas oublier que la Samir, c'est une société qui fait appel public à l'épargne, qui est déjà introduite au niveau de la bourse de Casablanca, qui est déjà sous le contrôle. 27%, 27% est constitué de flottants, donc c'est-à-dire que ce sont des... Donc il fait appel public à l'épargne, donc il déjà immobilise l'épargne publique à travers des obligations, si ma mémoire est bonne, et aussi il y a une partie de ces actions qui sont déjà cotées au niveau de la bourse de Casablanca. Donc la qualité de l'information financière, elle a été déjà sujette à contrôle. D'ailleurs, la Samir, il me semble, il y a 3 ou 4 ans, il a été déjà, en quelque sorte, il y a eu une pénalisation, une pénalité qui a été déjà initiée par le CDVM pour Pour manque de quoi? De transmission d'informations? Exact. Non, c'est-à-dire il y a eu, il devrait publier un profit warning, si ma mémoire est bonne, ils l'ont pas fait, donc il y avait déjà un contrôle dans ce sens. Donc l'ex-CDVM faisait son travail de contrôle de la qualité, de la régularité de l'information financière. Alors, maintenant, si on parle des engagements vis-à-vis de l'État, ça c'est un autre sujet. Parce que les privatisations, il y en a 2 types, 2 catégories. Il y a des privatisations pures et dures, on cède et on arrête. Il y a des privatisations qui sont adossées à des clauses, adossées à des engagements ultérieurs de cession. Notamment pour le cas de la Samir, qui opère sur un secteur qui est en quelque sorte stratégique, qui est le secteur énergétique. Donc le fait de se conformer à une certaine réglementation en matière de définition des prix et qui, à l'intervention de la caisse de compensation, obligeait la Samir à communiquer des informations, à communiquer des données à des instances, soit au niveau de l'appareil exécutif, soit des instances de contrôle, ne serait-ce que de façon indirecte. Je pense que c'est une société anonyme, donc elle est soumise à une reddition de comptes qui est bien réglementée par la législation, donc il est coté en bourse, donc il y a les modalités de reddition de comptes, c'est pas ça ce qui manquait. Mais je pense qu'il faut secouer le cocotier pour définir quels sont les symptômes pathologiques, les causes causantes de ce problème. Alors justement, est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs? Je veux dire, la presse en est fait écho régulièrement. Est-ce que d'un point de vue littéral, encore une fois, je pose une question peut-être encore une fois naïve, étant une société anonyme, même si c'était une entreprise stratégique, la Cour des comptes n'avait rien à voir là-dedans? Ne pouvait pas fouiner? Indirectement, oui.
Parce que la caisse de compensation fait l'objet d'un audit. Oui, bon. Et indirectement, on aurait certainement dû revoir. Lorsqu'on privatise, on se désengage. L'État, elle se désengage, sauf s'il y a une clause. Même dans un secteur stratégique. Même dans un secteur, sauf s'il y a une clause dans le cahier de charges. Pour la partie définition des prix, il me semble que l'État était là. Donc l'État suit. Voilà. Alors, sur les côtés gestion interne, le directoire, etc., ça c'est une affaire interne à l'acquéreur. C'est lui qui gère les choses comme... La grande question que je me pose d'une manière, et que vous me permettez la naïveté de ma question. Oui, allez-y. Je ne pense pas comment une société... On est tous très naïfs ici. Oui, c'est notre force. Allez-y. Non, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas plus important que de poser des questions simples. Oui. Seulement, il ne faut pas être faire. simpliste. Il faut être simple et non simpliste. Je veux dire, je me suis demandé comment une société pareille, et d'après les spécialistes, arrive à dégager des déficits importants d'une manière brusque. Alors que, d'après les spécialistes, moi je fais une petite recherche, les spécialistes dans le domaine énergétique, ils disent que le raffinage, c'est un petit grain de sable dans tout le processus de production et de distribution. Il y a la marge de raffinage, et puis il y a toute la marge qui peut être faite sur l'achat aussi d'hydrocarbures, parce qu'on passe par des grands courtiers en hydrocarbures. Là, il y a tout un montage financier qui se fait à ce niveau-là. Et l'acquéreur, le premier responsable de Saint-Édouard, qui est le Coral Petroleum Holding, qui est saoudien, et donc il favorise la production saoudienne de pétrole. Donc, il est très favori à dégager une bonne marge. Moi, je me demande d'où vient le déficit. Alors qu'il a adossé une ardoise importante de 43 milliards, dont la douane 13 milliards, les fournisseurs 11 milliards, et le reste, il est dispatché entre les banques PNB Paribas, etc. Alors ça, c'est une question à laquelle il faut être clair, il faut être transparent, parce que quand même, comme je dis, le symbolisme de la Samir nous interpelle tous à définir les responsabilités d'une manière juste. Ça, alors, il y a l'autre question qu'il faut se poser, c'est la mollesse de l'État. Où est l'État depuis la privatisation? Pourquoi la douane a pu se permettre, avec tous les contrôles fiscaux, avec toute la pesanteur de l'administration fiscale, que ce soit au niveau des impôts directs ou des impôts indirects, pour que puisse avoir un arriéré fiscal de plusieurs milliards où est l'État? Où est l'administration fiscale? Pour qu'il puisse laisser les choses... Et ça, ce que Rosanvallon avait appelé l'État mou. Nous sommes devant un État mou. Alors, je pose une question, juste d'un point de vue financier, pour revenir aux dettes de l'État. Est-ce que, finalement, l'État préfère essayer de temporiser pour essayer de récupérer, finalement? Est-ce qu'on était dans un échelonnement de dette, ou alors on arrive finalement avec un contrôle qui arrive à la fin, que ce soit la douane ou que ce soit les impôts, on se rend compte que c'est quand même assez énorme. Est-ce que, il y a des arrangements qu'on fait au cours des années quand on est dans des montants aussi faramineux? Non, le recouvrement des créances publiques obéit à une batterie de textes, à un référentiel qui est très clair. Maintenant, le comportement des appareils exécutifs et des appareils administratifs en charge de l'exécution des lois, ça c'est une autre histoire. Mais maintenant, il est clair au niveau des textes quand est-ce qu'il y a naissance d'une créance publique et quand est-ce qu'il y a une naissance d'un passif éventuel vis-à-vis du public. Maintenant, si vous me parlez par exemple de réclamation fiscale, il y a toujours des voies de recours. ATD, c'est un ordre de recette. Donc c'est finalement un impôt dû. Donc maintenant, il faut tout simplement examiner ce processus pour avoir des éléments de réponse. Maintenant, pour revenir sur la question sur le déficit, il est clair, de par les déclarations, de par le rapport d'expertise, de par le jugement, de par même les déclarations et les profit warnings qui sont émis par la société en question, que la cause principale des difficultés actuelles de la Samir, c'est un problème de gestion financière. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a tout, c'est clair, il y a un problème au niveau de la gestion des stocks, de l'approvisionnement, parce qu'il y a des fluctuations au niveau du marché international. Et il y a un problème d'endettement. Exactement. Et en deux, effectivement. Alors vous allez nous expliquer comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien. On fait une petite pause, on revient juste après.
Samir, chronique d'une mort annoncée, c'est le titre de l'émission de ce soir si vous venez de nous rejoindre et on essaie de comprendre, de passer dans les coulisses de cette raffinerie et c'est vrai que il nous faudra un peu plus de temps pour tout comprendre, mais en tout cas on essaie de poser les bonnes questions. On parlait tout à l'heure de la situation financière de la Samir, comment on en est arrivé là et vous l'avez dit, je vais juste pour que vous nous expliquiez, parce que le rapport d'expertise demandé par le tribunal, juste pour voir le niveau d'endettement, a constaté un déséquilibre financier de la Samir imputé au fait qu'elle a financé ses investissements depuis 2007 par des capitaux à court terme, avec un niveau faible de fonds propres, donc pas d'injection d'argent frais, et une baisse de sa rentabilité, et avec l'incapacité de rembourser des dettes qui s'élevaient à 30 milliards de dirhams. Moi, ma question est, pourquoi on n'a pas diligenté ? Dès qu'on a vu cette situation qui était quand même catastrophique en termes d'endettement, une commission d'enquête, tout simplement. Encore une fois, on revient sur le fait que c'est une SA qui est totalement privée. On revient encore une fois sur le pouvoir d'enquête et d'ingérence dans les comptes d'une société privée. Tout à l'heure, on parlait de l'État mou, pour ne pas dire l'État complice. On disait tout à l'heure en antenne que... Ou l'État clientélaire. Oui, mais bon, aujourd'hui, il y a des questions. On parlait de l'époque de la privatisation. L'ironie, quitte à me répéter, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, l'État est le premier créancier de la Samir, avec 13 milliards de dirhams, sans parler du contrôle fiscal de 1,6 milliard de dirhams. 1. 2. Il y a eu un arrêté ministériel signé par le ministre des Finances et de la Privatisation en 2005, donc on est avec le gouvernement Jebtou, et qui accorde un délai de 180 jours à la Samir pour payer la taxe intérieure de consommation sur les importations. Oui. Ce même arrêté ministériel, il va reporter le délai à 580 jours en 2012. Donc on est avec le gouvernement Ben Kairan. Et je me demande aujourd'hui, je me pose la question en tant que citoyen, très naïvement d'ailleurs, est-ce qu'on a voulu vraiment rendre service à la Samir en lui accordant ces délais de paiement de taxes dues? On se pose la question. Visiblement, la réponse est non, du moment que la douane aujourd'hui, elle veut récupérer son dû dans le cadre d'un recouvrement de créances publiques. D'un point de vue comptable, purement comptable, le taux d'endettement pour ce type d'entreprise, c'est quand même un indicateur qui est énorme. Est-ce qu'il fallait, à un moment donné, on va revenir dans l'actualité qui est juste de l'année dernière, où on avait une promesse de l'actionnaire principal de recapitaliser, de faire une augmentation de capital, d'amener de l'argent frais qui n'a pas été tenu. Ce qui a amené le Hallmarkom, enfin Sibon Salah a démissionné du conseil d'administration, mais ça on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, ce taux d'endettement, c'était aussi une lumière rouge à ce moment-là, non? Oui, bien sûr. C'est une lumière rouge, ce qui a obligé, en quelque sorte, la Samir à conclure des accords de restructuration à 2 reprises avec ses banques, en 2011 et en 2015. Alors quand on dit restructuration, c'est quoi? Restructuration de la dette? Oui, de la dette. Oui. C'est quoi? C'est rééchelonné? Il y a un rééchelonnement. En tout cas, on garde le capital. Après, pour la partie intérieure, on négocie. Il y a des différés. Il y a par exemple ce qu'on appelle des crédits infinis, c'est-à-dire un remboursement à la fin. Et généralement, ce type de restructuration intervient lorsqu'on constate que les hypothèses, en quelque sorte de base, pour l'octroi d'un crédit n'ont pas été respectées pour une raison comme pour une autre. Maintenant, pour les décisions qui ont été prises par le gouvernement, la loi, il est claire. Chaque décision devrait être motivée. C'est certes un arrêté ou quoi que ce soit, certes le ministre en question, il a des pouvoirs, il a une marge de manœuvre, mais certainement il y aurait une doléance justifiée, argumentée pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. N'oublions pas que la période entre 2007 à 2012-2013, c'était une période qui était difficile pour le marché international. Les prix de pétrole, ils ont grimpé à des niveaux qui étaient historiques. Et effectivement, il y avait des problématiques d'approvisionnement qui ont été reflétées en 2014. Un profit warning a été émis et un déficit record a été enregistré, qui a été expliqué à l'époque par la société, par la fluctuation du marché international et des difficultés en quelque sorte à maintenir un stock dans des conditions d'approvisionnement qui étaient difficiles. Aujourd'hui, si on parle d'un point de vue comptable, ça c'est un indicateur qui n'entre pas dans la nomenclature comptable, c'est un indicateur de gestion qui a été suivi par le marché, il faut le dire, qui a été suivi par les banques, qui ont prêté à la Samir, qui a obligé à effectuer effectivement des restructurations. Mais la question aujourd'hui, c'est que, en termes de gestion financière, l'examen de la situation financière de la Samir amènerait à conclure. Je dis amènerait parce qu'il y a déjà un rapport de la part d'experts qui ont été nommés par le tribunal, à conclure sur le fait que la Samir n'était pas capable de rentabiliser ses investissements.
Donc ici, on pose la question, est-ce qu'il y avait un problème de pilotage de ces investissements? Et des investissements qui étaient financés par la dette. Oui. La dette, effectivement. Par des emprunts. Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour les rentabiliser, voilà, lorsqu'on prête, on pose la question, vous allez avoir combien comme cash flow futur? Donc vous puissiez rembourser la dette. Et c'est lorsqu'on est défaillant, et lorsque les hypothèses pour qu'on puisse récupérer ce cash flow net ne sont pas respectées, là, c'est le début de la défaillance. C'est là où on n'arrive pas à honorer ses engagements. Donc il y avait la question, sur le plan technique, c'est simple, on s'est engagé sur un échéancier que nous n'avons pas pu respecter. Voilà. Donc le pilotage de l'investissement est derrière le pilotage de la dette de la trésorerie. C'est le vrai problème de la SAMIR aujourd'hui. Je pense, comme dans le jargon comptable, il a mal maîtrisé son effet de levier. Il a mal maîtrisé, c'est les premières leçons qu'on enseigne à des PME. Alors justement, quand vous me dites ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler d'une entreprise, d'une petite PMI, une petite PME. Quand vous dites il a mal maîtrisé, c'est quand même une entreprise qui a besoin d'un management qui est étoffé, avec structuré, avec une gestion financière qui est quand même avec une vraie anticipation. Surtout pour aller convaincre les banques, il faut avoir la capacité. Voilà. Non mais on est bien d'accord. Mais franchement, vous avez dit le mot-clé anticipation parce que justement, le tribunal de commerce de Casablanca, dans ses attendus, il a bien souligné, il a écarté d'un coup de main l'argument selon lequel le marché mondial du pétrole, il y avait des fluctuations, il y avait du yo-yo, et du fait que les prix ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires de la SAMIR. Les juges, ils étaient clairs et nets, ils ont dit, mais excusez-nous, messieurs... J'ai ressorti les prix du pétrole depuis 97, date de la privatisation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces prix-là, parce qu'à la date de la privatisation, le prix du baril était de 23 $. Après, en 99, 11 $. Janvier 2000, 25 $, 2003, 31, on était toujours autour de ça. Arrive 2012, 2013, ça monte au-dessus des 100 $. Et là, on est aujourd'hui à 33 $ et l'année dernière à 30 $. Mais juste pour terminer, c'est que les attendus du jugement, ils disent que pour une société pareille qui travaille qui s'active dans un secteur comme le raffinage, en principe, on doit anticiper ce genre sur la conjoncture économique, ainsi de suite. Et donc là, c'est carrément, on est toujours dans le cadre des leçons qu'on donne à des PME. Donc il fallait anticiper justement, d'autant plus que les gens qui se posent la question pourquoi on en est arrivé là, parce qu'il y avait aussi parallèlement le champ de la libéralisation de l'activité pétrolière, c'est-à-dire qu'on allait ouvrir les vannes, entre guillemets, de la distribution, ce qui fait que les opérateurs locaux n'étaient plus, on va dire, contraints de s'approvisionner chez l'opérateur qui avait un monopole de droit et qui, à un certain moment, il avait un monopole de fait, mais bon, il était très court vu les problèmes que la SAMIR a aujourd'hui. Et tout ça a fait que la situation s'est petit à petit aggravée. C'est les conséquences de l'éducation d'un enfant gâté du monopole? Non, c'est ça. Je vous pose la question, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a un peu de ça, il faut le dire. Alors, il faut dire, moi, si vous lisez les notes d'information qui ont été émises par la société dans le cadre des opérations d'appel public à l'épargne ou de rachat d'actions, il est clair que la société est très bien accompagnée quand même. C'est des cabinets de renommée. Oui, c'est des cabinets de renommée internationale qui ont édicté ou qui ont fait des propositions quand même qui devraient être à un certain niveau de pertinence. Mais c'est encore plus grave ce que vous me dites. Voilà, je vais y arriver. Alors, maintenant, le marché du pétrole, c'est le marché imprévisible par excellence. Personne, aujourd'hui, ne serait en mesure, même des États se trompent dans leurs calculs. Regardez ce qui se passe actuellement pour nos voisins en Algérie. Même des États pourraient se tromper au niveau de la prévision des niveaux de prix du pétrole. Alors aujourd'hui, je pose la question. Les ingrédients, en quelque sorte, pour une gestion pertinente étaient là. Ce n'est pas une gestion qui est facile vu la nature du business. On parle quand même de raffinage de pétrole. Alors, je reviens sur le fait que c'est un souci de pilotage. Je le redis, c'est un souci de pilotage. En examinant les instances de gouvernance de la société, on trouve qu'il y a un comité directeur qui, à la fois, cumule, en quelque sorte, des attributions qui sont un peu disparates. La gestion opérationnelle, financière et stratégique. Dans la pratique, ça ne se passe pas de cette façon.
La gestion stratégique, c'est des comités stratégiques purs et durs. La gestion financière, ou ce qu'on appelle communément la gestion ALM, gestion active-passive, c'est des comités dédiés. Et la gestion opérationnelle, c'est des comités aussi dédiés. Comment voulez-vous que sur le plan pilotage, on ait des soucis pour définir ce qui c'est priorité? Parce que là, on dépend d'une même instance et on aurait certainement un problème à définir les priorités. Et on va privilégier le court terme, parce qu'il est derrière l'opérationnel. Alors, on peut s'endetter pour payer des dividendes. C'est clair, c'est net, c'est légal, parce que c'est la gestion courante. Attendez, top. Voilà. On peut s'endetter pour payer des dividendes. Ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est que les actionnaires ont pu générer des profits et se les mettre dans la poche, malgré la situation d'endettement. Non, ce que vous êtes en train de me dire, on s'endette pour payer des dividendes. On ne va pas l'interpréter de cette façon, c'est que dans le cas de la gestion financière, nous n'avons pas une vision long-termiste. C'est-à-dire, on demande des crédits à court terme, et du moment que l'argent frais est là, on procède aux distributions des dividendes comptables qui sont générés par les états de synthèse. De ce fait-là, il n'y a pas cette adéquation, en quelque sorte, entre les obligations et les engagements, avec une gestion financière, gestion de trésorerie qui est pertinente. Ça fera plaisir aux entreprises qui sont en train de déposer leur bilan avant le 31 mars. C'est la RAFI. Après, je parlerai de la liquidation judiciaire et on parlera de l'avenir parce qu'il nous reste à peu près la même. Nous sommes en train d'analyser la situation, mais on ne sait pas si nous avons tous les éléments du puzzle. Nous analysons les choses en fonction des éléments qui sont disponibles. Dont nous disposons. Les éléments qui sont disponibles, vraiment, elles crèvent les yeux. Une société accompagnée par des Big Five, ou je ne sais pas. Une entreprise bien structurée, un holding international. Et les professionnels dans le marché, ce n'est pas n'importe qui. Coral, ce n'est pas n'importe qui. Et pourtant, ils retombent dans des errements organisationnels de ce genre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est irrecevable. Alors, la liquidation judiciaire, qu'est-ce que cela veut dire? À quoi doit-on s'attendre? À quoi doivent s'attendre les salariés? Et on va se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une raffinerie? La question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir un repreneur? Est-ce que c'est rentable? Ça serait rentable? On regarde un sujet de Manal Khardari et on revient juste après. Le lundi 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Casablanca a prononcé son verdict. La Samir fera l'objet d'une liquidation judiciaire. Ces décisions se basent sur l'article 620 du Code de commerce. L'article stipule que lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du procureur du roi. Le jeudi 24 mars 2016, la Samir a interjeté l'appel de la décision du tribunal, mais l'appel n'est pas suspensif de la décision de liquidation qui est assortie d'un plan de continuation de 3 mois. Pour ce qui est de l'appel, il devrait être jugé dans un délai de 15 jours à compter du 24 mars, sauf en cas de difficulté. Au cas où l'appel confirme la décision du tribunal, l'activité devrait s'arrêter le 20 juin 2016. D'après Banque Al Maghrib, la liquidation judiciaire ne veut en aucun cas dire fermeture de la raffinerie. Selon des analystes, la Coral Petroleum Holding ne changera pas d'attitude. Elle tient à sa tactique de départ, fixer des échéances et négocier pour gagner du temps. En 2015, le PDG de la raffinerie n'a pas honoré son engagement pris devant le conseil de l'administration, l'engagement de renflouer la Samir à hauteur de 6 milliards de dirhams. Alors, que va-t-il se passer maintenant? C'est la question qu'on peut se poser. Et justement, Abdeltef Jouhari, Walid de Banque Al Maghrib, a affirmé que la liquidation judiciaire de la Samir, je cite, ne veut en aucun cas dire fermeture de la raffinerie. Après la liquidation judiciaire de la Samir, il y aurait peut-être un autre preneur, État, entreprise. Alors, liquidation judiciaire, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui pour la Samir? Alors, la liquidation judiciaire, c'est tout simplement une cession des actifs et des passifs d'une personne morale de droit commun. C'est une pure cession. Pour faire la nuance par rapport à ce qu'a expliqué ici Jouhari, c'est que tout simplement, on peut tout céder, partiellement ou totalement, et qui pourrait toujours continuer à fonctionner. Donc, lorsqu'on parle de la reprise de l'activité, de la non-fermeture de la raffinerie, c'est possible, techniquement. Juridiquement, on va faire que céder cet ensemble. Techniquement, c'est une autre histoire. Beaucoup d'experts disent que techniquement, ça va être très dur de reprendre l'activité après l'arrêt de l'activité depuis août 2015. Alors, c'est un sujet juridique qui va tout simplement changer de main.
pour qu'on puisse d'un certain niveau honorer des dettes, honorer des engagements qui n'ont pas été honorés par une personne morale. Donc c'est aujourd'hui la personne juridique ou la société qui est la Samir et devant et existera toujours. Existera, voilà. Maintenant, en tant que tel, après la liquidation, cet ensemble pourrait changer de main, c'est-à-dire dans les règles de droit. Je crois que c'est l'Arif qui va nous éclairer plus par rapport à ce sujet bien précis. Mais il faut savoir que, je dis techniquement, c'est toujours possible qu'on puisse continuer l'activité, mais sous une autre... Voilà. Bon, je pense que le Code de commerce, il est expressément clair là-dessus. Dans le verdict, il a appliqué les dispositions du Code de commerce pour déclarer la liquidation, notamment les articles 560 jusqu'à les articles 570. Et bien sûr, la liquidation a été déclarée en fonction de l'article 619 d'abord. 619, 620. 619 qui dit que la société est dans une situation de cessation de paiement et elle est incapable d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. C'est ça la liquidation. Donc, les éléments qu'avait apporté le mandataire ou la société concernée pour essayer de tempérer la société n'étaient pas convaincants pour le juge. Et le juge, il a déclaré en tant que société de droit marocain, comme toutes les sociétés, de déclarer la liquidation. Seulement, le juge, en considération, parce qu'il y a une ouverture à travers l'article 620 du Code de commerce, qui prévoit lorsqu'il y a l'intérêt général, il peut proroger le délai, proroger le délai, c'est-à-dire il n'est exécutoire qu'après un certain délai. Donc c'est jusqu'à juin 2016. Mais après, c'est finito. Donc, le délai, il est renouvelable. Hein. Il peut être renouvelable. Le problème aujourd'hui, vous dites finito, excusez-moi. Vous dites finito à juin 2016. Ah, voilà. S'il n'y a aucun repreneur qui se présente, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, la grande question, parce qu'on était positif, hein, comme Auguste Quintet, positiviste. Maintenant, on devrait être normatif. C'est-à-dire comment s'en sortir, parce que la situation, elle est grave, la seule raffinerie, 5000 familles, 900 ouvriers directs, etc. etc. Donc, l'enjeu, il est trop lourd. Maintenant, nous sommes devant deux scénarios, on n'a pas de troisième. Soit que l'État, il devrait reprendre, et dans ce cas-là, il y aura tout un débat qu'il faut ouvrir, parce que les choses ne sont pas tout à fait claires et ne sont pas tout à fait favorables du côté Maroc, vis-à-vis de son image à l'échelon international. On peut y revenir. En année législative, voilà. Allez-vous poser la question d'un point de vue politique. Voilà. Et la deuxième question, qu'il faut chercher intelligemment un acquéreur. Ça veut dire quoi, chercher intelligemment un acquéreur? Chercher un acquéreur intelligent ou chercher intelligemment un acquéreur? Le bijou de famille. Voilà, ce qui était le bijou de famille. Il y a juste une précision de taille. N'oublions pas que la société a fait appel le 24 mars, c'est-à-dire même il a fait appel. Voilà, cette décision n'est pas encore définitive. Donc d'ici 10 jours, 15 jours, donc on devrait avoir vraiment la décision définitive de la justice. C'est une prononciation définitive du verdict de liquidation. Alors maintenant, effectivement, comme l'a si bien expliqué Arif, il y a un sujet en matière d'intervention de l'État. Le mécanisme d'intervention de l'État existe parce qu'il pourrait très bien racheter la Samir ou être un acquéreur-repreneur à travers un établissement de droit public, de droit privé, doté de l'autonomie financière. Maintenant, une renationalisation de la Samir, alors c'est là où vraiment, même le mécanisme, je dirais, ça va être un mécanisme exceptionnel sur le plan légal et juridique, et législatif, pour qu'on puisse Retour vers le passé. Voilà, donc ça pourrait pas être aussi facile à entreprendre. Alors, intelligemment, je suis entièrement d'accord, dans le sens où il faut apprendre des leçons du passé. C'est aussi simple. Donc, on va tout simplement reprendre cette ancienne copie et se baser sur, pour bâtir un cahier de charge en bonne et due forme, avec, en quelque sorte, les corrections nécessaires, ça s'imposerait, et puis avec un acquéreur qui va apporter les garanties nécessaires pour le pays et pour sa sécurité énergétique. Les rumeurs. Je vous connais, vous êtes dans les coulisses, dans les prétors, vous entendez des choses, et c'est vrai que les rumeurs des repreneurs ont pris bon train, bien évidemment, mais la question est de savoir, est-ce que ça va être rentable? Vous parliez de trouver intelligemment un acquéreur. Moi, je vous ai demandé, est-ce qu'il faut trouver un acquéreur intelligent? C'est-à-dire, voir de quelle manière ça va être repris. D'abord, sur le terme rumeur, moi, je suis très allergique à ce terme tant que journaliste. Non, mais la nature a horreur du vide. Oui. Donc, mais ce que j'essaie primo, c'est que le syndic, il a l'air très confiant, très optimiste.
Deux, il y a comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une mobilisation. Les gens veulent y croire, veulent qu'on pourrait sauver le soldat, la Samir. Trois, aujourd'hui, il y a un plan de continuation de 3 mois. C'est là où le syndic va faire son inventaire. Il va continuer, bien évidemment, a priori, à respecter les contrats qui ont été conclus avec les fournisseurs, à faire des commandes de fuel brut pour relancer la machine. Et déjà, on a annoncé d'ailleurs... Mais ça se paye cash, ça, hein? Non, ça se paye cash, non? Cash, oui, in fine, c'est du cash, mais c'est à travers des instruments internationaux, c'est des crédits documentaires. Mais est-ce que la confiance, justement, ne baisse pas? Je pose la question. Hein. Oui. Encore une fois, très naïve par rapport à des fournisseurs comme ça qui vont à rapidement. Mais il doit continuer aussi à réceptionner les déclarations des créanciers, parce qu'il y en a d'autres qui vont se déclarer. Bon. Il y a d'un côté, et même le dernier communiqué des syndicats, il dit que nous sommes prêts à faire tous nos efforts, ainsi de suite, bon, pour que ça marche. Donc, il y a sur le plan, on va dire, psychologique, on a le moral, on veut y croire. Après, renationalisation, est-ce qu'il y aura un repreneur? Je pense que quand même la Samir, elle a de quoi séduire, elle a des choses qui pourrait intéresser certaines personnes qu'on ne connaît pas. Mais alors vraiment, non, mais alors là, on vient à une question centrale. Est-ce que vraiment on veut faire continuer la Samir? Ça pose la question que vous avez posée au début de l'émission. Est-ce qu'on a besoin de la Samir aujourd'hui? Lorsqu'on voit les approvisionnements des distributeurs d'hydrocarbures qui importent et qui achètent de l'étranger, est-ce qu'on en a besoin? Au-delà du symbolique, au-delà de... Je voudrais juste terminer sur le volet judiciaire, parce que c'est très important. Certes, ils ont fait appel, mais d'après les éléments d'information que nous avons, c'est que si ils veulent vraiment, quand vous vous présentez devant le juge, vous devriez au moins honorer les engagements, c'est-à-dire ils vous disent, certaines sources nous disent que bon, ils devraient au moins injecter plus que 4 milliards de dirhams qui a été jugé insuffisant par la douane et par les autres créanciers, notamment les banques, et qu'ils présentent un plan comment dirais-je, un plan de restructuration sérieux, parce que, bon, lorsqu'on lit le jugement, là aussi, on découvre que leur plan de continuation a été jugé toujours selon la Cour comme étant basé sur des hypothèses non sérieuses et basé sur des données non sérieuses, qui est quand même grave dans une situation, pour une entreprise comme la Samir. Donc vous voyez, c'est que même si on fait appel, c'est peut-être juste un coup de poker, enfin, je dirais pas un coup de bluff, mais c'est une manière aussi de sauver la face pour dire, bon voilà... Alors aujourd'hui, il faut se poser la question, c'est-à-dire si le Maroc a besoin d'une raffinerie, pour deux raisons principales. Celle-là ou une autre? Je vais répondre à la première, je vais répondre à la deuxième. Alors pour la première, je dirais que le Maroc en a besoin parce que même la stratégie énergétique de l'État, avec les énergies renouvelables, il tape sur une évolution de la demande entre 2012 et 2020 de l'ordre de 2% par an, qui va grimper à 3,6% par an entre 2020 et 2030. Donc il y a un marché. Il y a un marché. En plus, si vous me parlez de... Aujourd'hui, on parle bien sûr d'un secteur de distribution qui marche très bien parce que les prix du pétrole permettraient bien sûr vraiment une telle embellie, en quelque sorte une telle évolution positive du marché. Mais quid d'un marché avec des prix de pétrole qui sont non soutenables, intenables. C'est-à-dire si le pétrole grimpe à 140 ou 150 $, ça va être catastrophique. Primo. Alors, si vous me parlez en quelque sorte de la Samir en tant qu'auteur, je vais vous dire que tout dépendrait du repreneur ou de l'investisseur qui va investir sur le marché du raffinage au Maroc. Parce que la maturité d'un projet d'investissement en matière de raffinage, il s'étale sur une dizaine d'années minimum quand même. Il va prendre du temps pour faire mûrir un projet, pour qu'il soit 100% rentable. Il faut vraiment qu'il ait vraiment la patience et le long souffle. Alors que la Samir est là. D'où la question majeure, est-ce que la Samir techniquement pourrait faire l'affaire? Et c'est ici... Là, la question centrale est là. Voilà, donc là, c'est une question qui est purement technique. La réponse est purement technique et l'investisseur va se baser sur. Maintenant, il pourrait très très bien s'arranger parce qu'il y a l'intérêt public, il y a l'intérêt de l'État. Est-ce que l'État irait jusqu'à faire des concessions? Est-ce que les banquiers
pourrait imaginer des concessions pour redémarrer, en quelque sorte, On l'a fait pour Maghreb Steel. Je voudrais juste, excusez-moi, on l'a fait pour Maghreb Steel. Maghreb Steel, qui est tout de même, qui n'a jamais été une entreprise étatique, mais on l'a fait parce qu'il y avait des banques derrière et on a voulu la sauver coûte que coûte. On a instauré des mesures anti-dumping. On a fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que lorsque nous sommes dans une situation critique, donc pour une société donnée, on arrive à trouver les moyens et à trouver des bailleurs de fonds et à faire des consortiums pour sauver ce qu'on peut sauver. Mais c'est quoi votre analyse, c'est quoi? C'est le message en filigrane? On a vraiment envie de la sauver ou pas? C'est pas ça la vraie question. C'est la RFI. Non mais c'est vrai. Quand on veut, on peut. C'est ce que vous me dites. Je pense que nous avons l'épée de Damoclès qui est constamment suspendue sur notre tête en tant que Marocains, en tant que gouvernement également. Parce que le choix n'est pas facile. Trouver un acquéreur potentiel qui pourrait sauver l'affaire et en même temps penser à ce que la solution la plus simple que revendiquent les syndicats, etc., c'est que renationaliser, il faut que l'État reprenne. Moi, personnellement, je m'inscris en faux à ce choix avant de l'étudier d'une manière assez profonde. C'est le dernier des choix. Parce que c'est comme on est en train de dire, on va privatiser. Lorsqu'on privatise le bénéfice et on socialise le mal. Et c'est pas bon. Moi, je suis contribuable, je ne veux pas financer la défaillance de quelqu'un d'autre. En tant que contribuable, je refuse ceci. Alors, aujourd'hui, je pense que, moi, je considère, même avec cette fatalité, l'expérience, elle est toujours merveilleuse. Au moins, chaque fois qu'il nous permet de reconnaître nos fautes, chaque fois qu'on y retombe. Et je souscris entièrement à l'idée de mon collègue lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui, il faut tirer des leçons du passé, bien sûr, sous réserve d'imputer la responsabilité à ceux qui sont responsables depuis le processus de privatisation jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est une question. Il nous reste deux questions à vous poser. La première qui est importante, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Aujourd'hui, il y a quand même, ça risque de laisser 960 salariés sur le carreau et une armée, tout un écosystème quand on parle de sous-traitants avec toutes les familles que ça fait vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Quels sont les scénarios finalement? Parce qu'on sait que les plans sociaux n'existent pas, chez nous ça n'existe pas. Qu'est-ce qui peut arriver à toutes ces familles? C'est une question à laquelle les éléments de réponse sont chez le syndic. S'il n'y aurait pas de redémarrage de l'activité, il y aura toujours un problème d'ordre social. Effectivement, parce que c'est au syndic de payer les arriérés de salaire, s'il y aurait arriérés, c'est à eux de payer un petit peu les charges d'ordre social. Donc toute la partie sociale serait entre les mains du syndic, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire 2, 3, peut-être 4, 5 mois, mais après il y aurait vraiment un sujet. D'où l'intérêt de réfléchir sur les moyens, dans un premier temps, de maintenir la Samir, ne serait-ce que pour Al-Mohammedia en tant que ville. La disparition de la Samir pourrait... serait une catastrophe pour le Mohammedia. Parce que il y a déjà un taux de chômage qui est énorme. Exactement, donc la ville. Maintenant, juste une petite précision. Aujourd'hui, je dis, et je le redis personnellement, le souci, c'est un souci de pilotage de cette crise. La Samir a commis l'erreur d'arrêter le raffinage. Unilatéralement, c'est ce qui a poussé et engendré, contrairement au cas de Maghreb Steel, qui s'est présenté avec les problématiques, qui a demandé à ce qu'on règle ces problèmes. Mais la Samir, il a utilisé quand même une stratégie qui n'était pas du tout admissible. C'est de forcer la main quand même au pouvoir public. Et les pouvoirs publics ont réagi quand même. Et il y avait même dans les réunions des ministres de souveraineté qui ont dit attention, pas avec cette logique. Également, quand je dis qu'il faut chercher intelligemment un acquéreur, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que le fait de vendre quelque chose, ça c'est un épicier qui le dit. Vendre quelque chose qui est fermé vaut moins que quelque chose qui est ouvert, qui fonctionne. Et donc, la première des choses, si le syndic veut tabler sur les actifs immobilisés, etc., ils ne vont pas couvrir le passif. Et donc, il y a le fonds de commerce qui est important et qu'il faut tabler là-dessus. Et pour que le fonds de commerce ait une valeur importante, pour rééquilibrer la situation, il faut faire fonctionner ça, mais il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut la redémarrer. Ça sera le message. C'est vraiment dernier mot. Un dernier mot, juste dire une chose, d'après les procès-verbaux des débats, on va dire, au sein de la Chambre du Conseil au tribunal, c'est que la douane et les créanciers, ils ont tout fait, ils ont vraiment tout fait, ils ont montré une très bonne volonté pour arriver à une situation. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on veut sauver, on peut sauver, mais pas à n'importe quel prix. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour comprendre ce dossier complexe. Excellente soirée sur Médien TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route comme tous les soirs et on se retrouve demain.